Merci de votre fidélité. Bienvenue à tous. Il est créateur de richesses et d'emplois et pourtant, parfois, nous ignorons les facteurs qui déterminent l'environnement dans lequel il évolue. L'entrepreneur, puisque c'est de lui nous parlons, n'est toujours pas en tout temps et en tout lieu dans un climat facile, un environnement qui l'oblige malgré lui à plonger dans ce que nous appelons la résilience. Mais que renferme cette résilience de l'entrepreneur? Est-ce une qualité à cultiver pour réussir son aventure entrepreneuriale? Un homme pour nous en parler. Nous évoquons le sujet avec Edem d'Almeida. Vous êtes entrepreneur vous-même, mentor, consultant et speaker. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité et bonjour à ceux qui nous suivent. Monsieur d'Almeida, vous n'aimez pas ce mot résilience et pourtant il semble nous gouverner et même devenir une logique. Pourquoi? Oui, alors, j'ai appris à ne plus aimer ce mot. La résilience, avant tout, c'est cette capacité-là, en tout cas, qui va provenir, je ne sais pas, d'abord d'un traumatisme. Et qui dit être résilient dit avoir subi un traumatisme. Et vous l'avez si bien dit, la résilience est devenue un mot qui nous gouverne, un mot qui est présent dans tous les discours politiques, dans tous les discours de motivation. Enfin, on le retrouve partout à l'école, cultiver la résilience. Et pour moi, j'ai fini par me dire, au bout d'un certain temps, que cultiver la résilience constamment, c'est accepter que je ne dois vivre finalement que dans un cadre traumatique et je me refuse à n'être que résilient. Merci. Alors, lorsqu'on décide de se créer ou de créer son entreprise, est-ce à dire que vous signez votre engagement à vous jeter, pour emprunter un terme militaire, sur un terrain hostile? Oui, l'entrepreneuriat se déroule toujours et en tout cas évolue toujours dans un cadre hostile. D'abord dans votre environnement. Et d'abord, avant d'y arriver, il faut prendre en compte que la création d'entreprise est en réalité un contrat que vous signez avec un certain nombre de parties prenantes qui font partie d'un écosystème ou dans le cadre dans lequel vous avez évolué. Et dans ce cadre, il y a des forces hostiles, il y a des forces qui vont vous accompagner, il y a des alliés, mais il y a aussi l'environnement tout simplement dans lequel vous allez évoluer et les mesures ou les relations que vous devriez développer pour pouvoir réussir. Et c'est bien pour ça que tout le monde ne réussit pas en entrepreneuriat. C'est bien pour ça que nous avons des compétences diverses. C'est bien pour ça aussi que nous devons trouver le moyen de contourner les murs ou parfois même de les briser. Parce que bien souvent, l'entrepreneur doit faire face à ces traumatismes et doit aussi souvent compter sur sa solitude pour se retrouver. Alors, comment développer ces relations dont vous parlez lorsqu'on est entrepreneur? Alors, quand on comprend que c'est un contrat que l'on signe et qu'il ne s'agit pas d'une facilité, mais que l'on signe avec différentes parties prenantes. Toutes les parties prenantes ne peuvent pas être engagées de la même façon. On ne peut pas développer nos relations avec l'administration publique comme on va la développer, avec une entreprise privée ou avec une organisation de la société civile. Donc c'est apprendre, je dis souvent, apprendre à parler le langage de l'autre d'abord, parce que un tort que nous avons nous en tant qu'entrepreneurs, c'est que nous sommes des boîtes à idées, nous sommes certains de nos projets et nous pensons, parce que nous avons une superbe idée à laquelle personne n'aurait pensé, que ça sera facile et surtout ça sera facile de convaincre. Et le cadre, vous l'avez dit, est souvent hostile. Parfois, l'entrepreneur est aussi un devancier. Donc, quand vous innovez et que vous êtes précurseur, vous devez aussi faire face à cette résistance au changement que vous prenez et qui devient compliqué et qui parfois peut tuer votre business. In fine, la résilience, une valeur à cultiver? Est-ce que c'est une valeur? Est-ce que c'est une capacité? En tout cas, il faut travailler à l'être. Parce que l'adversité est là, parce que vous devriez trouver le moyen de faire face un peu à tout ça, parce que vous devez développer des compétences, oui. Quelles sont ces compétences? Il faut d'abord, la première clé, c'est d'abord accepter l'environnement dans lequel vous évoluez et d'accepter aussi la situation à laquelle vous faites face. Une fois que vous l'avez accepté, il faut trouver les moyens de résoudre cela. Donc la résolution de ce problème, mais avant même la résolution du problème, il faut déjà apprendre à résister. La résilience est en fait une forme pour l'entrepreneur de révolte.
Il faut se résister, il faut pouvoir résister et trouver ensuite le moyen de résoudre. Et une fois que vous avez trouvé les moyens de résoudre, il vous appartient maintenant de vous dire, OK, quant à mon propre développement personnel, j'ai fait face à une situation, j'ai résolu la solution. Maintenant, je ne veux plus être le même qu'avant. Parce que je peux être résilient une fois, ce n'est pas certain que je puisse l'être une autre fois. Et la résilience n'est pas automatique. Elle va provenir de cette capacité-là à pouvoir trouver les leviers pour se réinventer. Et vous dites souvent aux jeunes, malgré cet environnement difficile, il faut continuer à promouvoir davantage la créativité, le génie, l'inventivité. Alors comment ? Alors, je le dis aux jeunes, mais je le dis surtout à tous ceux qui sont ces parties prenantes. Et il y a une partie prenante en particulier, c'est l'administration publique, c'est l'État, c'est ceux qui nous gouvernent, parce que quand l'État où le pouvoir public ou la force politique encourage l'entrepreneuriat, mais encourage également la résilience. Et aujourd'hui, on le voit dans les discours, la résilience de l'agriculteur, la résilience des populations sinistrées, la résilience des agriculteurs, etc. Il faut faire en sorte que le champ dans lequel évolue l'entrepreneur ne devienne pas constamment ce champ, je dirais, hostile, mais que la capacité ou plutôt la contribution que l'entrepreneur doit apporter à l'économie, c'est déjà de par sa créativité. Je l'ai dit, nous sommes des boîtes à idées. Et aujourd'hui, on entreprend pourquoi ? On entreprend pour résoudre des solutions, des solutions qui sont surtout bénéfiques aussi pour l'État. Et on l'entend de plus en plus où l'État va dire « entreprenez et contribuez au développement » du pays. Donc, pour pouvoir me permettre de contribuer au développement efficient du pays et souvent même entre guillemets, de me substituer à la mission de l'État dans certains domaines, je dois pouvoir avoir un État favorable, des conditions favorables. Ces conditions peuvent être fiscales, ces conditions peuvent être économiques, des mesures incitatives, etc., pour me permettre d'absorber les chocs, parce que l'entrepreneur doit constamment absorber des chocs. On a vu avec la crise de Covid-19 il y a quelques années, nous tous, nous avons été résilients. Ça veut dire qu'il faut, quand on est entrepreneur, s'attendre à des chocs exogènes. Les chocs font le quotidien de l'entrepreneur. Il n'y a pas, alors ça me fait souvent sourire parce que je rencontre certains qui me disent, moi je suis entrepreneur, je n'ai pas de problème. Si tu n'as pas de problème, tu n'es pas entrepreneur. Je suis entrepreneur, mais je n'ai aucun traumatisme, tout va bien. Si tout va bien, tu n'es pas entrepreneur. Tout va bien parce que je décide de dire que tout va bien et que j'ai reconnu la situation dans laquelle je vis, que je l'accepte, mais accepter n'est pas se résigner. Et donc oui, je pense, comme vous l'avez dit, qu'il faut travailler à plutôt davantage absorber ces chocs. Il faut comprendre que ces chocs existent, c'est toujours maintenant trouver le moyen de les contourner. Mais un danger qui nous guette dans cette promotion de la résilience, c'est que nous nous trouvons, nous entrepreneurs, à devenir des bricoleurs. Des bricoleurs. Quand je dis bricoleurs, j'entends également des fraudeurs, des bandits aux yeux des États. Nous trouvons le moyen de mettre de l'argent de côté alors qu'il faille payer des impôts, parce qu'en fait, le cadre dans lequel nous évoluons n'a pas encore pris toute la mesure de la contribution de l'entrepreneur. Et donc, on est toujours dans ce rapport. Alors, c'est souvent parfois amusant d'entendre le pouvoir public ou le fisc dire « Ah, cher chef d'entreprise, nous sommes partenaires », mais en réalité, nos deux mondes ne se comprennent pas. D'une part, j'ai quelqu'un qui me poursuit, parce que lui-même doit faire des chiffres pour l'État, et d'autre part, celui qui dit être mon partenaire, ne me voit entrepreneur qu'un petit bandit ou quelqu'un qui cherche constamment à duper l'État pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Donc, on a un logiciel à reprogrammer et une vraie logique de partenariat à développer entre l'État et l'entrepreneur pour que les besoins de l'État lui-même soient satisfaits, en termes d'emploi particulièrement.
De la créativité à la stature d'entrepreneur, chaque compétence compte, dit-on. Alors, est-ce que l'adaptabilité pour naviguer dans ce paysage complexe de la gestion d'entreprise ne semble pas être la meilleure boussole? C'est la première capacité. Si on n'est pas capable de s'adapter, si on n'est pas, et je l'ai dit en début d'intervention, apprendre à parler le langage de l'autre. Donc, ce n'est pas apprendre aux autres à parler mon langage. Donc, ça veut simplement dire, oui, je dois m'adapter constamment aux situations qui se présentent à moi. Et d'ailleurs, la créativité, c'est aussi ça. C'est être capable simplement de pouvoir m'adapter aux situations auxquelles je fais face, des situations qui peuvent être douloureuses, des situations qui peuvent être heureuses, mais de chaque situation, et ça rejoint le 4e point du processus, le développement personnel, chaque situation doit me permettre de croître davantage dans mon développement et dans le développement de l'entreprise. Et ça, c'est important. Mais il est essentiel aussi de rappeler un tout petit peu que l'entrepreneur n'est pas nécessairement un chef d'entreprise. Un entrepreneur peut être un salarié et sans aucune prise de participation dans une entreprise. Entreprendre, c'est avoir cette créativité, avoir cette envie de résoudre un problème, c'est avoir cette envie de démarrer un projet, d'écrire des pages blanches, de conduire des projets et d'être capable d'être leader là-dessus. Et donc, aujourd'hui, on peut être très bien un salarié, être un entrepreneur de par sa capacité à s'adapter, à créer de nouvelles pages, à créer de nouvelles histoires. Donc je pense que même la définition d'entrepreneur dans notre contexte doit être revue. Et vouloir résoudre un problème vous impose de changer de cap? Ah oui, parce que la résistance au changement, vous allez y faire face. Et moi je prends mon cas, lorsque je suis arrivé pour travailler dans le déchet, la résistance au changement n'a pas été qu'au niveau je dirais des acteurs politiques. Elle a d'abord commencé dans ma famille, elle a d'abord commencé auprès de mes proches, elle a commencé dans mon quartier d'abord, et puis elle a évolué, mais est-ce que je suis resté à la même, je dirais, à la même étape en 2012 qu'aujourd'hui? Indéniablement non. Est-ce que de 2012 à 2013, est-ce que la situation a évolué? Bien sûr que oui. Est-ce que de 2013 à 2020, est-ce qu'elle a évolué? Oui, parce que j'ai su m'entourer, j'ai essayé de pousser des portes. L'entrepreneur, quand on lui ferme une porte, il doit rentrer par la fenêtre, obligatoirement. Et si on lui ferme la fenêtre, il doit défoncer l'une des deux, soit la fenêtre, soit la porte. Et ça, c'est essentiel. C'est vrai qu'on n'y arrive pas toujours, mais on doit toujours trouver le moyen de contourner les problèmes et de pouvoir ramener les autres à notre cause. Mais la meilleure façon de vous ramener à ma cause, c'est de vous rassurer en parlant votre langage. Et je vais clarifier, je vais vous donner un exemple. Voici un entrepreneur qui prend contact avec moi un jour, parce qu'il apprend que je travaille pour le compte du ministère de la Jeunesse et me dit: il faut absolument que je rencontre Madame le ministre. Est-ce que tu peux m'arranger cela? Je dis oui, je peux le faire. Mais je ne vais pas le faire tant que tu ne me dises pas ce que tu veux, évidemment, obtenir de Madame le ministre. Et il me dit, ben en fait, c'est compliqué, l'entrepreneuriat est compliqué, on a besoin de ressources. Je dis alors, je ne te rendrai pas service si je te fais rencontrer Madame le ministre, et je ne rendrai pas service à Madame le ministre si elle te rencontre. Et il s'en est un peu offusqué. Il m'a dit: mais pourquoi? Je dis: ben écoute, Madame le ministre est une politique. Elle est une politique et elle a une mission globale. Elle n'est pas dans une mission où individuellement elle doit résoudre des cas. Et donc, si aujourd'hui tu es capable de me démontrer que tu as développé une solution qui a résolu la vie de 3 personnes ou de 5 personnes et que tu as besoin d'une structure, tu as besoin d'un ensemble, d'un écosystème favorable, d'un appui institutionnel favorable, et que tu sais me dire que si, avec cet appui institutionnel, tu sais transformer ces 3 solutions, ou en tout cas ces 3 personnes que tu as sauvées, en puissance 1000, 1500 personnes, là alors, je pense que tu vas intéresser le politique. Et il m'a dit: ah ben oui, je l'avais pas compris. Je dis: eh bon, en fait, c'est ça. Donc, on ne rencontre pas un ministre pour rencontrer un ministre, on ne rencontre pas un président de la République pour rencontrer un président de la République, et malheureusement, beaucoup de jeunes courent après ça. Je veux une audience, je veux une audience, je veux une audience, mais en réalité, on se trompe totalement de boussole.
Et on l'a compris, la gestion d'une entreprise implique souvent, comme vous l'avez dit, de jongler avec de multiples responsabilités et échéances. Est-ce là l'idée d'aller vers ce qu'on appelle la planification? Oui, la planification, la priorisation de nos sujets. J'ai dit récemment qu'il faut que nous choisissions nos batailles. L'entrepreneur est en guerre et il a un objectif, c'est de gagner la guerre. Et la guerre, c'est son succès. C'est le succès du modèle qu'il prône, c'est le succès de en tout cas qui vient couronner tous les sacrifices qu'il a pu faire. Mais toutes les batailles ne sont pas bonnes à gagner. Il faut choisir, il y a des batailles qui vont vous épuiser, il y a des batailles qui n'en valent pas la peine, et il faut avoir l'intelligence et le recul nécessaire pour dire, ok, moi sur cette bataille, je vais sur ce front parce que j'ai les capacités de gagner et je vais me donner tous les moyens pour gagner. Et donc la planification vient s'installer, vient s'intégrer dans ce processus pour dire, ok, moi la prochaine étape, voici ce que je ferai. Et vous savez, lorsque j'ai la chance d'avoir recruté, de recruter encore, il y a une chose que je pose, une question que je pose aux candidats, qu'ils soient stagiaires ou candidats à des postes en contrat de travail CDI ou CDD. Je leur dis, quel est votre projet? Alors, mon projet, c'est de trouver un emploi. Je dis non. Quel est votre projet à 5 ans? Quel est votre projet à 10 ans? Même pour un stage, ça fait un peu bizarre. Et je dis non, je veux comprendre où est-ce que vous serez dans 6 mois, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, parce que c'est comme ça que nous allons planifier votre développement et l'accompagnement que je peux vous apporter et que vous pouvez aussi m'apporter pour le développement commun. Et s'il y a une hantise chez l'entrepreneur ou le jeune entrepreneur, c'est la peur d'échouer, la peur de l'échec. Une peur motivatrice ou une peur qui lui rend beaucoup plus vulnérable? La peur tétanise, mais elle n'est pas bénéfique lorsqu'on est entrepreneur. Si on a peur et qu'on fait de sa chambre et de son plafond son meilleur ami, ça n'a aucun intérêt d'être entrepreneur. Mais si on a peur et qu'on veut transcender cette peur et qu'on veut aller au-delà et qu'on dit, ok, j'ai peur, mais finalement, cette peur doit me motiver, doit me dire, mais je suis capable d'y arriver. Là, ça vaut le coup. Donc, la peur de l'échec, c'est une fausse raison et je pense que la notion de l'échec, en tout cas pour nous, les francophones, n'a pas la même connotation que chez nos amis anglophones ou anglo-saxons. Et il faut intégrer simplement que l'échec fait partie du processus de réussite. C'est parce que j'échoue que j'apprends. Et en fait, est-ce que j'échoue? Non, je rencontre des obstacles qui vont me remettre en question, qui vont remettre en question mon projet, qui vont remettre en question la façon dont j'ai pensé le projet ou mon cheminement, et de retrouver la voie, en tout cas si je fais le travail nécessaire, la voie qui va m'amener à la réussite. Et c'est ça, en fait, c'est de ça qu'il s'agit. Et récemment, à une de mes masterclass, j'ai surpris les gens parce que je leur ai dit, mettez-vous debout et nous allons faire ensemble ceci. Vous allez crier très fort, échouons, échouons, échouons et réussissons. Et en fait, les gens, au départ, ils se sont totalement marrés parce qu'ils se sont dit, mais qu'est-ce que cet illuminé d'Almeida est en train de nous dire? Échouons, échouons. Oui, une ode à l'échec. Mais échouons, c'est être capable d'accepter cette notion de l'échec et d'en faire un élément finalement catalyseur et libérateur vers le succès. C'est votre message, Edem d'Almeida. Merci d'être passé sur ce. Merci de m'avoir reçu. Vous êtes entrepreneur, mentor, consultant et speaker. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie. À très vite pour un autre numéro de votre émission Focus.